exposé parcourir un peu l'histoire à la fois de la philosophie de la science et qui a très bien synthétisé un peu donc l'évolution et aussi les constats qui restent ouverts bien sûr de cette évolution de la physique quantique. Alors sans tarder, je passe la parole maintenant vraiment de microscopique, on va passer au grand monde, c'est le monde des galaxies, avec le professeur Haqid El-Meni. Voilà, son côté, je vous donne la parole. Bismillahirrahmanirrahim. Je voudrais dire à mon tour à quel point je suis content d'être ici, parmi vous ce soir. Je ne suis pas parvenu à Bruxelles depuis une quinzaine d'années et voilà, je suis très content d'être avec vous. J'avais entendu parler de l'Académie islamique de Bruxelles depuis très longtemps et je suis bien content de vous y retrouver. Alors nous allons continuer ce parcours sur la science contemporaine et ce regard du point de vue de la pensée musulmane en changeant complètement d'échelle. On était dans l'infiniment petit, on va maintenant aller dans l'infiniment grand, ou pratiquement infiniment grand, et on va également aller sur des échelles de temps très longues, et on va voir que certains des problèmes qui se posent dans la science contemporaine ont été en astronomie également anticipés d'un certain point de vue par la pensée musulmane il y a 1000 ans. Inès Safi a parlé de la conception de la causalité chez Al-Razali. Ben, on va à nouveau convoquer Al-Razali, et aussi Averroès et Avicenne, pour donner un regard sur les problèmes qui se posent actuellement aux astronomes. Alors, en quelques mots, bien sûr, quand on parle de la pensée musulmane, on revient toujours au Coran. Le Coran, donc le miracle fondateur de l'islam, et ce Coran qui constamment incite le lecteur à aller regarder dans la nature les signes du Créateur. Ça, c'est un thème qui revient dans de très nombreuses sourates. Il faut aller voir les phénomènes, les ayats, les signes qui nous permettent, en contemplant la création, de savoir comment le Créateur œuvre dans cette création. Il faut méditer sur ces signes. Il y a cet appel au tadabbur, au tafakkur, la méditation, la réflexion sur les signes. C'est un point très important. Il y a de nombreux versets, juste un pour mémoire. Il y a dans la création des cieux et de la terre et dans la diversité, l'alternance de la nuit et du jour, des signes pour ceux qui ont un cœur, ceux qui comprennent. Et assez rapidement dans l'histoire de l'islam apparaît l'idée des deux livres. Il y a le livre de la création qui est écrit par Allah, subhanahu wa ta'ala, par Dieu, à partir d'un impératif, d'un ordre, un kun, soit, et les choses sont, et on peut lire la pensée du Créateur, au moins dans sa création, à travers la contemplation de ces signes. Et puis il y a aussi le livre de la révélation, qui commence aussi par un ordre, l'ordre de la lecture, Iqra, lis, qui est intimé au prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, et le livre est plein de signes également, de versets, c'est le même mot en arabe. Donc il y a le grand Mus'haf, al-Mus'haf al-Kabir, qui est le monde, et le petit Mus'haf, le Mus'haf al-Serir, qui est le Mus'haf de la révélation. Les deux ayant le même auteur et ne pouvant pas être en contradiction l'un avec l'autre. Mais justement, les contradictions sont apparues tout au long de l'histoire de l'islam, surtout quand le monde musulman a commencé à découvrir la pensée philosophique et scientifique d'origine grecque. Au moment des grandes traductions, au début du califat abbasside, le monde musulman s'intéresse à la pensée d'Aristote, à la pensée des néo-platoniciens, et il y a des contradictions qui apparaissent à ce moment-là. Une des contradictions bien connues, c'est l'affirmation faite par Aristote que le monde est éternel, et non seulement il s'agit d'une affirmation, mais Aristote prétend démontrer que le monde est éternel. Or, la plupart des mufassiroun, des commentateurs du Coran, et des mutakallimoun, des théologiens, pensaient, sur la base du texte sacré, que le monde avait une origine temporelle,
c'est-à-dire qu'il avait une durée finie, il avait commencé à un moment donné. Et donc il y a une crise en quelque sorte, cette crise elle va être contemplée par différents penseurs, et il y a un moment singulier dans l'histoire de la pensée musulmane que vous connaissez, c'est ce dialogue qui a lieu à distance géographique et à distance temporelle entre Al-Razali et Ibn Sina, Al-Razali à Bagdad, Ibn Sina ensuite à Cordoue. L'un et l'autre abordent les questions du rapport entre al-aql wa al-naql, la pensée rationnelle, et donc une interprétation du mot aql, la pensée rationnelle, mais al-aql, dans le Coran, c'est beaucoup plus que ça, comme Inès Safi vous l'a dit, le rapport entre al-aql wa al-naql, le rapport entre la pensée rationnelle et le texte sacré, et l'un et l'autre sont d'accord pour affirmer qu'il ne peut pas y avoir de contradiction entre la pensée rationnelle bien menée et le texte révélé bien compris, mais ils ne sont pas d'accord sur la façon de gérer le désaccord. Et ça, c'est effectivement très intéressant. Hein. Pour Al-Razali, les savants, alors il va parler des falasifa, des philosophes, mais on pourrait dire les philosophes maintenant et les scientifiques, hein, sont parfois amenés trop loin dans leur réflexion et quittent le domaine de validité de leur théorie, ils sont amenés à dire des choses qui sont fausses sur Dieu, sur la création. Et donc, dit Al-Razali, on est capable par la démonstration rationnelle de montrer là où les savants se sont aventurés trop loin. Et Al-Razali écrit ce fameux Ta'afut al-Falasifa, l'auto-effondrement des philosophes, où avec des méthodes rationnelles, il prétend remettre la philosophie sur le droit chemin et faire apparaître qu'il n'y a pas de contradiction entre la philosophie, bien comprise et bien menée, et le texte sacré. Presque 100 ans plus tard, Averroès va s'atteler à la même tâche, mais lui est en désaccord. Pour lui, ceux qui doivent faire leur devoir, en quelque sorte, ce ne sont pas les philosophes, mais les théologiens qui doivent retourner à leurs textes et faire une interprétation des textes, une lecture des textes qui est compatible avec la vérité scientifique. Sinon, dit Averroès, eh bien, on va être amené à faire dire à Dieu des choses qui sont manifestement fausses. Alors, ces deux moments sont très importants dans l'histoire de la pensée musulmane, et ils structurent en quelque sorte le regard qu'aujourd'hui encore nous pouvons avoir sur la science. Bien évidemment, une fois que la science a parlé, nous devons mener à bien une lecture des textes qui soit compatible avec le réel tel que nous le décrivons, et avec toutes les ambiguïtés de la description du réel qui ont été mentionnées par Inès Safi. Mais il est vrai aussi que certains scientifiques, certains philosophes sont parfois amenés à extrapoler des théories au-delà de leur domaine de validité et à faire des affirmations péremptoires comme s'il n'y avait pas eu 2000 ou 2500 ans de pensée philosophique humaine auparavant. Donc les deux opinions, celle d'Al-Razali et celle d'Averroès, sont intéressantes. Après, Inès Safi a parlé de la critique menée par Al-Razali de la causalité aristotélicienne, de la causalité logique implacable dans laquelle les causes et les effets s'enchaînent mécaniquement. Et, comme ça a été dit, Al-Razali, lui, propose une vision de la causalité qui est en fait une habitude instaurée par Dieu dans la création, une ada. Et Dieu, par miséricorde, ne change pas son habitude. Hein. Le monde a des régularités, et nous pouvons connaître ces régularités en les regardant, et donc avoir une connaissance du monde et une connaissance des conséquences de nos actes. Mais nous ne pouvons pas déduire l'ensemble du réel à partir de principes premiers, comme le pensait Aristote par exemple. Nous devons aller regarder dans la nature, et c'est cette incitation à aller regarder les phénomènes comme étant les signes de Dieu, qui a provoqué l'essor considérable de la science arabo-musulmane à partir du début du califat abbasside, et les travaux des historiens des sciences nous montrent maintenant que cet effort n'a pas duré simplement 10 ans, 20 ans, 50 ans, comme on le pensait à la fin du 19e siècle. Il a duré au moins 7 siècles, jusqu'à la fin du 15e siècle, et jusqu'au moment de la naissance de la science dans la partie européenne du monde, et avec une transmission qui a été tout à fait significative. Et donc, on a tendance maintenant à réécrire l'histoire des sciences en pensant que
il y a une continuité entre le monde grec, le monde arabo-musulman et le monde contemporain. Moi j'aime bien ce verset du Coran, est-ce que tu vois des failles dans la création du miséricordieux? Non, Dieu a créé le monde, sa ada, son habitude dans le monde est telle que le monde n'a pas besoin d'une intervention de bricolage dans laquelle Dieu interviendrait comme une sorte de Superman pour combler les trous de sa création. La création se déroule de façon harmonieuse et elle s'enchaîne, et donc nous ne voyons pas de faille dans cette création, nous ne voyons pas de faille dans les lois de la nature. Et ça, c'est quelque chose de très important. Moi, j'aime bien aussi la suite du verset. Et la seconde fois où on regarde, moi, j'aime bien penser que ce sont les scientifiques qui regardent le monde la seconde fois. Tout le monde regarde le monde la première fois, mais les scientifiques regardent le monde la seconde fois et ils sont aussi confus et déroutés parfois que la première fois. C'est ce que Inès a dit à propos d'un bricot-fer. Alors, je vais faire avec vous un petit voyage dans le cosmos. Là, on a une photo de la Terre qui est absolument extraordinaire, qui a été prise il y a 50 ans exactement, en décembre 1968, par les astronautes de la mission Apollo 8. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'un vaisseau spatial s'éloignait de la Terre et qu'on a été capable de prendre une photo de la Terre dans son ensemble. Et cette photo est fondatrice parce qu'on ne voit pas les divisions politiques, les frontières sur cette photo. Toute la vie sur Terre est abritée dans une petite couche. Alors il y a 4 km d'épaisseur d'océan en moyenne, 10 km d'épaisseur d'atmosphère. C'est très fin. Et toute la vie est là, et on est sur le même bateau, et on est très fragile dans l'espace. Et ça, c'est quelque chose de fondateur pour l'émergence d'une conscience planétaire qu'on doit avoir maintenant pour aborder les problèmes environnementaux. Et cette Terre, elle est fragile dans l'espace. Alors là, il y a une photo fondatrice aussi qui a été prise quelques années plus tard. C'est la photo de la Terre prise par la sonde Voyager 1, à la distance de 6 milliards de kilomètres. Alors on voit la Terre ici, c'est agrandi. Toute la vie humaine repose sur cette poussière. Regardez à une distance de 6 milliards de kilomètres. Après, la photo a été transmise. Il faut 6 heures environ pour que l'image arrive de la sonde jusqu'à la Terre. Et ça nous permet d'avoir un peu de relativité par rapport à nos ambitions humaines en regardant la place du cosmos, la place de la Terre dans le cosmos. La Terre est vraiment une poussière dans une immensité d'espace et de temps. Justement, l'histoire de la pensée scientifique depuis quelques siècles, c'est la prise de conscience des dimensions de l'espace et du temps. Là, on a une photo qui représente la Voie lactée. La Voie lactée, ainsi appelée parce qu'elle a l'apparence d'une traînée laiteuse dans le ciel. Et depuis le XVIIe siècle, on s'est aperçu que cette Voie lactée était en fait composée d'étoiles, alors qu'on n'arrivait pas à voir la une, un peu comme le feuillage est composé de feuilles, mais quand on est loin, on voit le feuillage, on ne voit pas les feuilles de la une, ben là c'est pareil. La Voie lactée, c'est en fait un ensemble de milliards et de milliards d'étoiles, une sorte de galette, on pourrait dire une pastilla aussi pour les amateurs marocaines, et on est dans la galette, et on voit par la tranche cette galette d'étoiles, avec des milliards d'étoiles. Donc il y a des endroits dans le ciel où il y a plus d'étoiles, puis quand on regarde perpendiculairement à la tranche, eh bien on voit moins d'étoiles. Donc le Soleil est une étoile parmi 100 milliards d'étoiles de notre Voie lactée. Et la Voie lactée n'est pas seule, il y a d'autres galaxies, qui sont d'autres ensembles d'environ 10, 50, 100, 200 milliards d'étoiles. L'une de nos plus proches voisines, c'est la galaxie d'Andromède, que je vous montre sur cette photo. Pour interpréter la photo, il faut comprendre que tous les petits points qu'on voit, ce sont des étoiles de notre Voie lactée, qui sont un peu comme des gouttes d'eau sur la vitre, quand on est dans le TGV, il y a des petites gouttes d'eau sur la vitre, et on voit le paysage. Alors là, on a des étoiles qui sont peut-être à quelques années-lumière, ça veut dire que la lumière a mis juste quelques années pour nous en parvenir. Et la galaxie d'Andromède, elle, est à 2,1 millions d'années-lumière, c'est-à-dire qu'on la voit telle qu'elle était il y a 2,1 millions d'années. Et c'est un ensemble de 100 milliards d'étoiles, comme le nôtre est un ensemble de 100 milliards d'étoiles. Et là, on est sur une photo qui est aussi fondatrice, qui a été prise il y a quelques années par le télescope spatial qui tourne autour de la Terre.
qui a posé pendant 300 heures, c'est pris une photo d'une toute petite région du ciel qui est comparable à 1/100 de la pleine lune. Vous voyez la pleine lune, vous divisez en 100, et vous avez une petite région, et on regarde dans cette petite région, et on voit plein de taches, et ces taches, ce sont des galaxies. Il y a quelques étoiles de notre galaxie, on voit 2-3 étoiles, et le reste, ce sont des galaxies. Des galaxies qu'on voit telles qu'elles étaient il y a quelques milliards d'années. Alors les plus grosses, elles sont vues telles qu'elles étaient il y a 1, 2, 3, 4 milliards d'années, c'est-à-dire qu'elles sont situées à des distances de 1, 2, 3, 4 milliards d'années-lumière. Une année-lumière, c'est 10 000 milliards de kilomètres. La plus proche étoile est à 4 années-lumière. Le Soleil est à 8 minutes de lumière, et la plus proche étoile est à 4 années-lumière. Et là, donc, on a des galaxies qui sont vues à plusieurs milliards d'années-lumière, et les plus petits points sont des galaxies qui sont vues telles qu'elles étaient il y a peut-être 8 ou 10 milliards d'années. Donc, tout de suite après le Big Bang, la grande explosion qui a donné naissance à l'espace et au temps et à la matière telle que nous les connaissons. Et donc ça fait 10 000 galaxies dans cette petite région du ciel, et quand on fait la règle de 3 pour savoir combien de galaxies potentiellement observables avec les télescopes, eh bien on trouve 100 milliards. Donc il y a dans notre champ de vision 100 milliards de galaxies, et chaque galaxie comprend 100 milliards d'étoiles. Ça fait 10 000 milliards d'étoiles dans le champ qui est observable avec les télescopes, et comme on n'est pas au centre de l'univers, on ne pense pas. Eh bien, ça veut dire qu'au-delà de ce champ visible, il y a encore des galaxies, très nombreuses galaxies. Alors, ça donne une idée de l'immensité du cosmos. Pendant tout le Moyen-Âge, on a pensé que le cosmos était tout petit. Il était une petite bulle en Dieu. C'est d'ailleurs un astronome arabe, Al-Farghani, qui, à Bagdad, a mesuré la distance qui séparait la Terre du trône de Dieu en faisant des calculs astronomiques. Dans le cadre du modèle de Ptolémée, il avait trouvé 120 millions de kilomètres, ce qui était déjà, pour l'époque, très grand. Mais je vous rappelle que le Soleil est à 150 millions de kilomètres. Donc en fait, le monde du Moyen-Âge, il est plus petit que notre système solaire. Et ce calcul-là, il se retrouve en Occident. Dante Alighieri, le grand poète, mentionne le calcul de Al-Farghani, qu'il appelle Alfraganus, dans ses livres. C'était la vision du monde de l'époque. Maintenant, on se trouve dans un univers absolument immense. Et on peut réfléchir en théologien pour se dire, mais qu'est-ce qui convient le mieux au Créateur? Est-ce que c'est un tout petit univers parce qu'il faut être humble et modeste? Ou bien est-ce que c'est cet univers absolument immense que la science nous dévoile et qui montre la puissance du Créateur? Alors ça, c'est une lecture qu'on peut faire, nous, hommes et femmes du XXIe siècle. Le monde est si grand, si ancien, si divers, qu'il montre plus que jamais la puissance et la subtilité du Créateur. Alors, vous le savez, le monde a commencé dans un Big Bang. Alors, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire, parce qu'on n'a pas le moyen de... C'est de la théorie, on n'a pas de moyen d'aller remonter à ce qui se passait avant. Mais pour les scientifiques, il y avait quelque chose avant. Il y avait une sorte de soupe de particules élémentaires, qui, à un moment donné, pour des raisons qu'on ne comprend pas bien, a donné naissance à l'espace à 3 dimensions et au temps tel que nous le connaissons. Et ça s'est passé il y a 13,8 milliards d'années. Et évidemment, dans cet espace-là, on peut se poser la question de la Terre et de la vie humaine. Et tout le mouvement de la pensée scientifique depuis plusieurs siècles, ça a consisté à retirer l'homme du centre du cosmos. Il y a eu la fameuse révolution copernicienne au XVIe siècle, dans laquelle on s'est aperçu que la Terre était une planète comme une autre, autour du Soleil. Puis on s'est aperçu que le Soleil était une étoile comme une autre, parmi des milliards d'étoiles dans la galaxie. Et puis on s'est aperçu que la galaxie était une galaxie comme une autre, comme la galaxie d'Andromède ou comme des milliards d'autres galaxies. Donc l'homme n'a plus aucune centralité dans le cosmos. C'est ce qu'on appelle le principe de médiocrité. Nous sommes sur une poussière anonyme, quelque part, dans une immensité du cosmos. Mais au cours de ces dernières années, on est un peu revenu sur cette vision-là, parce qu'il est évident que la Terre n'est pas un endroit aléatoire du cosmos. Elle est dans une zone qui permet l'existence de la vie. Sinon, il n'y aurait personne pour s'apercevoir de cela.
Et on s'est aperçu aussi que ce n'était pas seulement la position de la Terre dans l'espace qui était un peu spéciale pour permettre l'apparition de la vie, mais ce sont les propriétés même du cosmos qui sont spéciales, et il y a des coïncidences dans les lois de la physique qui permettent l'apparition de la complexité, c'est-à-dire des galaxies, des étoiles et des planètes. Et c'est quelque chose de tout à fait intrigant. Alors, je vous réfère à ce livre écrit par l'un des plus grands astronomes actuels, qui s'appelle Lord Martin Rees, qui est un anglais, Just Six Numbers, juste 6 nombres. Il montre qu'il y a 6 nombres dans les lois de la physique qui fixent toutes les propriétés à grande échelle du cosmos. Les tailles des galaxies, des étoiles, des planètes, etc. Si ces nombres étaient légèrement différents, mais de quelques pourcents, eh bien, il n'y aura pas de galaxies, pas d'étoiles, pas de planètes, pas de vie, etc. Qu'est-ce qui fait que ces nombres ont les bonnes propriétés, celles qui permettent justement l'apparition de la complexité qui rend l'univers habitable? C'est un problème qui n'a pas de solution actuellement. Alors, il y a 3 types d'explications. Il y a un premier type d'explication qui consiste à dire on atteint là les limites de la science. Après tout, qui sommes-nous pour pouvoir sonder le cosmos profondément, pour pouvoir déchiffrer les secrets du cosmos? C'est un premier type d'explication. Un deuxième type d'explication consiste à dire mais nous voyons la signature du Créateur. Le Créateur a ordonner le monde parce qu'il avait un plan pour le monde, il avait un projet pour le monde et il voulait y mettre l'homme. C'est ce qu'on appelle l'explication téléologique, ou téléos en grec, ça veut dire la finalité. Il y a une finalité dans le monde. Et puis la troisième explication, c'est une explication qui est suggérée par certaines théories physiques actuelles, qui consiste à dire qu'il y a en fait une loi fondamentale de la physique qu'on ne connaît pas encore, mais les lois qu'on observe dans notre monde sont des lois dérivées, où les constantes sont tirées au hasard. Donc c'est une sorte de loterie cosmique. Il y a la loi générale, la loi fondamentale, et il y a des morceaux d'univers, ou des univers différents, et à chaque fois les lois sont différentes. Et nous, on est dans un morceau qui a les capacités d'héberger la complexité, c'est-à-dire les galaxies, les étoiles et les planètes, et il y a d'autres morceaux d'univers, d'autres univers qui sont incapables d'héberger la complexité parce que les lois n'ont pas les bonnes propriétés. Mais en fait, on recule pour mieux sauter parce qu'on ne sait pas d'où vient la loi fondamentale, on ne sait pas pourquoi elle a cette capacité d'engendrer les univers, et qui a fait la loi fondamentale. Donc on reste quand même avec quelque chose de très intrigant. On a l'impression que le monde a été fait pour l'apparition de la complexité des galaxies, des étoiles, des planètes et de la vie. Alors ça, c'est la vision plus générale qu'on peut avoir actuellement du cosmos. On imagine un espace très grand. Et puis, il y a des Big Bang. Chaque Big Bang a éventuellement il y a des lois de la physique dérivées qui ne permettent pas l'apparition de la vie. Et là, nous, on est dans cet univers-là, ce morceau-là, où les constantes ont la bonne propriété pour permettre l'apparition de la vie. Et ça, c'est engendré par la fameuse loi fondamentale qu'on cherche, et on ne sait pas si on la trouvera un jour, mais on suppose qu'elle existe, et c'est elle qui, ensuite, donne aux constantes des valeurs qui changent d'un endroit à l'autre. Donc on est dans la bonne zone. Là, c'est la zone qu'on observe, c'est 100 milliards de galaxies. Et ça, c'est la zone où il y a encore des galaxies, des étoiles, des planètes. Ce sont les mêmes lois de la physique. Alors, des considérations un peu théoriques qui permettent de trouver la taille de cet univers-là. La taille de cet univers-là, par rapport à notre univers, alors, vous allez me suivre, c'est 1 milliard de milliards 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 de fois plus grand. Donc on a déjà 100 milliards de galaxies ici, mais il y a en fait 1 milliard, voilà, je ne vous le redis pas, de fois plus de galaxies dans l'univers, au moins, au moins. Et bien quand on se pose la question de savoir combien il pourrait y avoir de morceaux là, alors là je renonce à vous le dire, parce que la connaissance que nous avons actuellement des théories physiques semble laisser penser qu'il pourrait y avoir un suivi de 500 zéros morceaux différents. Eh bien, ça n'a pas fatigué Dieu. Parce que si ça existe, ça n'a pas fatigué Dieu, parce que Dieu n'est pas fatigué par une seule création. Mais c'est le panorama de la science contemporaine. Et on revient je vais terminer dans quelques minutes, on revient à des débats qui ont eu lieu déjà il y a 1000 ans, avec Avicenne
avec Averroès, et avec Al-Razali, avec Averroès. Quelqu'un nous dit Avicenne, Ibn Sina. Pour Ibn Sina, tout ce qui est dans le monde est absolument nécessaire. Le monde procède de Dieu parce que Dieu est tellement intelligible, il est lumière d'intelligibilité et il ne peut pas ne pas créer le monde. Donc le monde devient nécessaire par dérivation de l'être de Dieu. Dieu n'a pas le choix de ne pas créer le monde, donc le monde est éternel. Ça, c'est la position d'Avicenne. La position d'Al-Razali est une autre position. Pour lui, le monde reflète le choix de Dieu. Parmi tous les possibles, Dieu choisit certains possibles. Le monde n'est pas autosuffisant, c'est Dieu qui décide de créer le monde et il choisit un certain monde. Il choisit un certain monde. Dieu choisit les lois de la physique. Il choisit certaines lois, il choisit certaines constantes. C'est comme ça qu'on expliquerait Al-Razali maintenant. Et il donne la prépondérance à certains possibles sur d'autres. Tarjih, la prépondérance. Dieu est Al-Murajjih, le prépondérateur, celui qui donne la prépondérance. Parce que c'est un grand problème de la philosophie, en général, de la métaphysique. Il y a des choses qui sont possibles et des choses qui sont impossibles. Est-ce que tout ce qui est possible existe? Est-ce que tout ce qui est possible existe? Eh bien, pour Al-Razali, non. Pour Avicenne, oui. Pour Al-Razali, non. Pour Al-Razali, Dieu ne met dans l'existence que ce qu'il choisit d'y mettre. Il y a quelque chose de fondamentalement incompréhensible dans le choix de Dieu. Et Averroès, lui, n'est pas d'accord, bien sûr, avec cette position. Pour lui, Dieu a créé le monde éternellement, parce que la création, c'est en fait la dépendance de l'être du monde vis-à-vis de l'être de Dieu. Mais dans son fameux ouvrage « L'auto-effondrement de l'auto-effondrement », Averroès a bien du mal à expliquer que tout est nécessaire dans le monde. Par exemple, Al-Razali dit, mais pourquoi l'axe polaire, l'axe de rotation du ciel, parce que évidemment il pensait que le ciel tournait autour de la Terre, pointe vers l'étoile polaire? Il n'y a aucune raison. Ça pourrait être en direction d'une autre étoile. Donc pourquoi il y a eu ce choix-là plutôt qu'un autre? Avicenne doit tout expliquer, puisque pour lui tout est nécessaire. Et pour Al-Razali, ça résulte d'un choix de Dieu. Pour Averroès, évidemment, c'est non nécessaire, mais il n'arrive pas à expliquer. Donc en fait, à cette époque, on prend conscience qu'il y a un problème pour expliquer pourquoi certaines choses sont dans l'existence et pas d'autres. Et c'est un mystère. C'est un mystère philosophique, c'est un mystère métaphysique, c'est un mystère scientifique. Pourquoi il y a un certain type de cosmos, il y a certains types de lois qui sont dans l'existence et pas d'autres. Et on n'a pas la réponse à cette question, et c'est un vrai sujet philosophique, un vrai sujet métaphysique, qui est renouvelé par la science contemporaine, mais ce sont les problèmes qui étaient déjà là il y a 1000 ans dans la pensée musulmane. Je termine peut-être en 5 dernières minutes en faisant... continuons un peu l'histoire du cosmos et en vous parlant de la vie. Une des grandes découvertes de ces 20 dernières années, c'est qu'il y a des planètes autour de toutes les étoiles. Donc on a parlé de 10 000 milliards d'étoiles dans l'univers observable. Et en fait, chaque étoile a des planètes autour, comme le Soleil. Le Soleil a 9 planètes, 8 planètes maintenant, parce que Pluton n'est plus une planète, autour, mais il y a plein de cailloux, etc. Eh bien, les étoiles ont plein de planètes. Alors là, c'est juste une photo d'une planète. Bon, c'est une planète qui tourne autour de Fomalhaut, une étoile brillante de l'hémisphère nord, Fam al-Hout, c'est la bouche du poisson. Voilà, donc on voit un truc qui se déplace, là. Là, c'est une planète qui est grosse. En général, on voit les planètes parce qu'elles passent devant leur étoile. De temps en temps, elles tournent devant l'étoile, donc elles passent devant l'étoile. Donc la lumière de l'étoile est un peu éclipsée. Ça, c'est la lumière de l'étoile, en fonction du temps. La lumière de l'étoile est stable, puis brusquement, elle diminue un peu, puis elle augmente, parce que la planète est passée devant l'étoile. Et on se rend compte qu'il y a plein de planètes, et des planètes très variées. Alors, regardez, là, c'est la période orbitale, en jours, 1, 10, 100, 1000 jours, nous on est 300 jours à la Terre. Et ça, c'est le rayon. Donc la Terre, un rayon de la Terre, 4 rayons de la Terre, c'est Neptune, 10 rayons de la Terre, c'est Jupiter, donc la Terre est là, et on voit plein de planètes, voilà. Et des planètes qui sont rocheuses, qui sont comme la Terre, des planètes rocheuses près de leur étoile centrale, qui sont des planètes de lave. Je ne sais pas si vous avez vu Star Wars, mais les enfants connaissent la planète de lave de Star Wars. Eh bien, ça existe.
il y en a. Il y a des planètes comme Jupiter qui sont froides, mais il y a aussi des Jupiters chauds, des planètes gazeuses très chaudes. Et il y a même des planètes uniquement avec des océans, soit glacés, soit liquides, suivant la distance à l'étoile. Là aussi, il y a une histoire dans Star Wars, il y a une planète océan. Et voilà, on contemple ça, et il y a plein de planètes qui sont dans la zone habitable, là où l'eau peut exister à l'état liquide. Je vous donne l'exemple du système qui s'appelle Kepler 186, où il y a 5 planètes, B, C, D, E, F. La planète F, elle est à la distance, c'est là, c'est représenté en vert, où l'eau peut exister à l'état liquide. Alors voilà la Terre, voilà la planète Kepler 186F. C'est pas une photo, parce qu'on n'a pas la capacité de faire des photos encore. La technologie viendra peut-être dans 20, 30, 50 ans, hein, mais c'est une planète qui est comme la Terre, à la distance où l'eau peut exister à l'état liquide. Et il y en a plein comme ça. Il y a peut-être 10 planètes par étoile, donc 10 000 milliards de milliards d'étoiles dans l'univers, et peut-être 100 000 milliards de planètes dans l'univers observé. Et la question qui se pose, je termine par là, c'est de savoir s'il y a la vie sur ces planètes, voire la vie développée. Alors sur Terre, la vie est apparue il y a au moins 3,5 milliards d'années, peut-être plus, 3,8 milliards d'années. Bon, on a des fossiles, ça c'est ce qu'on appelle des stromatolites, ce sont des couches qui sont laissées par les bactéries. Donc on sait qu'il y avait la vie très tôt après la formation de la Terre. Et la vie s'est développée à partir d'un organisme unique. C'est l'arbre de la vie, hein, donc ce qu'on appelle l'ancêtre commun, c'était des cellules. Et ça a donné toute la diversité de la vie, les grands genres de la vie. Donc là, tout ça sont des bactéries, sont des microbes. Hein. Là aussi, là on a des algues, on a les plantes, là les myxomycètes, les animaux et les champignons. On est plus cousins des champignons que des carottes. Vous verrez ça la prochaine fois quand vous mangerez des champignons. Les animaux, et tout ça, ça vient d'un être vivant unique. Et il y a un principe d'unité dans la vie qui est absolument fascinant, qui est aussi très mystérieux. Pourquoi y a-t-il cette unité du vivant qui fait d'ailleurs qu'on est capable de manger les fameuses carottes et les fameux champignons parce qu'ils sont constitués de la même matière que nous? Et c'est très mystérieux. Et en fait, pendant très longtemps, des milliards d'années, la vie sur Terre, c'était des microbes. Et il y a 542 millions d'années, il y a eu une diversification, des animaux compliqués sont apparus. Donc ça, c'est pas une photo de l'époque, évidemment, c'est une représentation avec des prédateurs, de sortes de crustacés, voilà, des vers, etc. Et à partir de ce moment-là, la vie n'a cessé de se diversifier. Il y a actuellement, on le pense, 10 millions d'espèces vivantes sur Terre, 10 millions d'espèces vivantes différentes, une extraordinaire diversification. Comment cela s'est-il produit? On ne sait pas. Bon, il y a évidemment la théorie d'évolution de Darwin, mais il y a quand même, c'est très intriguant de voir à quel point la vie est capable de se diversifier. Et l'une des questions qui se pose, c'est de savoir si cette vie évolue naturellement vers des créatures intelligentes. Ça, c'est la grande question qui nous renvoie à notre propre humanité. On ne sait pas. Il y a des gens qui disent non, l'évolution se fait au hasard, l'évolution est aveugle. Mais il y a aussi des gens qui pointent du doigt ce qu'on appelle l'évolution convergente. C'est tout à fait sérieux. L'évolution convergente, c'est le fait qu'il y a des solutions qui sont trouvées par la vie, qui sont tellement intéressantes que la vie les retrouve plusieurs fois indépendamment. Par exemple, l'œil caméra. Nous avons un œil caméra. Un œil caméra, c'est un œil avec une lentille et puis une surface sensible à la fin, au fond de l'œil, qu'on appelle la rétine. L'œil caméra, il a été trouvé de façon indépendante par plusieurs types d'animaux. Alors nous avons, les vertébrés ont des yeux caméra, mais les araignées ont des yeux caméra. Hein. Les pieuvres ont des yeux caméra, ces escargots ont des yeux caméra, et ces méduses ont des yeux caméra. Cette méduse, elle n'a même pas de cerveau, mais elle a des yeux. Et donc on se dit, mais le cerveau, c'est très intéressant d'avoir un cerveau. C'est très intéressant d'avoir un cerveau. Donc ça a toujours été trouvé par l'évolution. Donc d'un certain point de vue, s'il y a la diversification, à un moment donné, on trouve un cerveau et on trouve des créatures intelligentes. Et la grande question, c'est évidemment notre origine en tant qu'être humain. Donc le cosmos nous renvoie à notre histoire à nous. Qu'est-ce que ça veut dire être humain? On ne sait pas très bien. Alors là, c'est l'arbre des homininés. Hein. Toutes les espèces, il y en a une quarantaine, elles sont toutes éteintes. Toutes éteintes. Ce ne sont pas des singes. Hein, ce sont des homininés, des créatures qui sont le cousin très proche. Tout s'est éteint. Alors là, il y a les fameux australopithèques, dont vous avez peut-être entendu parler. 1 mètre de hauteur, bipède. Les gens qui marchaient sur 2 pieds,
C'est pas des chimpanzés, c'est pas des gorilles, c'est pas des orang-outans, c'est pas des singes. Mais ce ne sont pas des hommes. Et puis, à un moment donné, les scientifiques décident que quand le cerveau est suffisamment grand pour ces bipèdes, des hominidés, eh bien, on appelle ça des hommes, homo, hein, homo. Alors, il y a toute une série d'homos, là. Il y a 30 000 ans, il y avait 4 sortes d'homos sur Terre. Il y avait les homo sapiens, les hommes de Néandertal, les hommes de Flores et les hommes de Denisova. Tous sont éteints sauf nous. Nous, on existe depuis 200 000 ans, l'homo sapiens. Et on ne sait pas si nos prédécesseurs étaient des hommes au sens où nous entendons. Là, c'est quelque chose d'intéressant, c'est l'Homo erectus, 1,8 million d'années. Cet Homo erectus-là, il a plus de dents. Et il a vécu longtemps, parce que les alvéoles se sont cicatrisées, il a vécu longtemps sans dents. Donc en fait, on lui donnait à manger. C'est le plus ancien témoignage de compassion dans la ligne humaine qu'on ait. Alors est-ce que ces gens-là étaient des hommes? On ne sait pas. On ne sait pas. On n'a pas de réponse, hein, ni philosophique, ni théologique, ni scientifique. Là, c'est l'image, c'est la grotte de Bruniquel, 176 500 ans dans le passé. Il n'y avait pas les Homo sapiens, hein. À cette époque, en Europe, c'est l'homme de Néandertal. Il a fabriqué quelque chose, là. Il a fabriqué une sorte de cercle avec des stalactites et des stalagmites, on ne sait pas pourquoi. L'homme de Néandertal peignait aussi, on ne sait pas pourquoi. Est-ce que c'était des hommes? Est-ce qu'ils avaient la foi? Est-ce qu'ils avaient une vision religieuse? Qu'est-ce qu'ils pensaient du cosmos? On pense maintenant qu'ils parlaient. Ils avaient enterré leurs morts. On ne sait pas. Très mystérieux. Et on ne sait pas ce qui fait de nous des êtres humains. La science est incapable de dire ce qui fait de nous des êtres humains. Donc c'est un grand mystère. Et évidemment, on voudrait, je termine, il y a plus de transparence, on voudrait savoir si l'aventure de créatures intelligentes s'est reproduite ailleurs. Est-ce qu'il y a ailleurs des êtres intelligents comme nous, des êtres qui ont une culture, qui ont peut-être une science, qui ont peut-être une foi, hein. Alors, on peut regarder évidemment s'il y a des formes de vie élémentaires dans les planètes. On espère trouver par exemple des signes de vie élémentaire en regardant s'il y a de l'oxygène dans les atmosphères des planètes, parce que l'oxygène sur Terre est formé par la vie, hein. Donc, s'il y a de l'oxygène dans l'atmosphère de certaines planètes lointaines, ça peut vouloir dire qu'il y a la vie, au moins des microbes. Mais on peut aussi essayer d'écouter les signaux radio qui pourraient être émis par une éventuelle civilisation. Ça a été lancé dans les années 60 par la NASA, donc ça fait maintenant plus de 60 ans qu'on écoute. Résultat, rien. Silence total. Et on ne sait pas ce que ça signifie. Alors il y a le fameux Robin Hanson, un astrophysicien, qui appelle ça le grand filtre. Qu'est-ce qui fait qu'il y a un grand filtre? Est-ce que ça veut dire qu'il y a la vie nulle part? Mais il y a tellement de planètes, on se dit quand même 1 sur 100, 1 sur 1000, 1 sur 1 million, il va y avoir forcément la vie. Ou bien est-ce que ça signifie que la vie n'arrive jamais vers l'intelligence, mais ce qu'on sait de l'évolution convergente semble penser que quand même une forme de vie intelligente pourrait apparaître? Ou bien cela signifie que les civilisations technologiquement développées ne peuvent pas rester très longtemps technologiquement développées? Et c'est ce qu'on appelle le filtre de la destruction, hein. Et voilà, il y a des articles comme ça dans la presse. Est-ce qu'une galaxie remplie de planètes habitables signifie que l'humanité est condamnée? C'est-à-dire qu'on a dans ce silence une sorte d'avertissement que la technologie ne dure pas parce qu'on n'est pas assez sage pour maintenir cette technologie. Et au moment où les astrophysiciens font ce genre de réflexion, vous lisez les journaux, voilà, la planète si fragile, pollution, réchauffement climatique, etc. Comme quoi l'astronomie nous ramène à des questions philosophiques et des questions éthiques, hein. Et c'est tout le problème, évidemment, de notre position sur Terre, hein, créée pour gérer le jardin de la Terre comme de bons jardiniers. Donc on peut consommer les fruits, mais on ne peut pas arracher les arbres, et c'est un peu malheureusement ce qu'on est en train de faire. Voilà, on va arrêter ici, merci.